Bonjour Laurent Oberton. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste, vous êtes auteur de nombreux ouvrages, notamment la trilogie La France Orange Mécanique, La France Big Brother et La France Interdite, mais aussi de 2 tomes de guérilla. Dans ces livres, vous décrivez un scénario catastrophe. Sur l'échelle de la catastrophe, aujourd'hui, vous nous situez où? Disons que oui, la pandémie fait partie des éléments déclencheurs possibles, parce que ça, j'insiste souvent là-dessus. Moi, je pars de l'hypothèse d'un incident dans une cité sensible, mais des conflits sociaux, des événements, des catastrophes, des pandémies font partie des éléments déclencheurs qui peuvent déstabiliser des sociétés très complexes, très interdépendantes, et mener à des conséquences totalement incalculables, notamment en particulier économiques. Donc là, je ne sais pas exactement où on va aller, je crois que personne ne le sait, hein, il faut être franc là-dessus. On a une crise sanitaire et on ne sait pas demain si elle va devenir, elle est déjà un peu économique, mais est-ce qu'elle va l'être à un point tel que des pans entiers, des secteurs entiers de l'économie vont s'effondrer, et l'économie tout entière, l'économie mondiale, dans son sillage, suivra. Ça, on ne le sait pas encore. Mais honnêtement, la situation n'est pas très rassurante. Alors, vous qui portez toujours un regard chirurgical, j'allais dire acéré, parfois même un peu caustique d'ailleurs, sur la société, comment vous, à titre personnel, vous vivez cette situation de confinement qui est une situation inédite puisqu'on ne l'a jamais vécue? Alors moi, j'ai un entraînement certain en confinement, parce que je me confine tous les ans pour l'écriture. Donc vraiment, très honnêtement, ça change quasiment rien pour moi. Je suis chez moi et je travaille, donc c'est à peu près la même chose. Mais je conçois que ça puisse être très difficile pour quelqu'un qui est un commerçant, enfin, qui est en train de voir son affaire s'effondrer, un artisan qui est cloué chez lui. Enfin, c'est absolument terrible à vivre pour tous ces gens dont le travail ne dépend pas d'un employeur qui a des fonds illimités comme l'État, par exemple. Et donc, enfin, ça doit être extrêmement dur à vivre pour eux. Donc évidemment, on souhaite tous que ça s'arrête le plus tôt possible et que la vie normale puisse reprendre son cours. Alors, je disais tout à l'heure, dans vos livres, vous décrivez souvent donc, un scénario catastrophe où il y a des révoltes populaires, où les gens s'affrontent. Là, on voit que dans cette société, on subit finalement des contraintes inouïes de confinement, de mise au banc les uns des autres. Et pourtant, on a le sentiment que le pays reste très stable. Est-ce que ça vous surprend? Alors, pas vraiment, parce que, enfin, on se rend compte qu'il y a finalement, dans une société moderne, assez peu d'emplois qui sont réellement utiles. Utiles s'entend dans la survie d'une nation, c'est-à-dire les emplois qui sont strictement alimentaires, sanitaires, sécuritaires sont finalement assez peu nombreux au regard de la masse d'individus, d'actifs qu'il y a en France. Donc, c'est pas plus surprenant que ça. Par contre, combien de temps cela va-t-il tenir? Ça, c'est une autre question, parce qu'à partir du moment où les fonds vont commencer à manquer dans des secteurs importants, où les individus ne seront plus en capacité de faire face, je pense notamment aux policiers vis-à-vis des quartiers dits sensibles. Là, ce sera une toute autre affaire. Et pour l'instant, c'est vraiment une crise qui est quand même ciblée sur des secteurs très précis, qui n'a pas des conséquences alimentaires, énergétiques, qui pourraient être beaucoup plus graves. Donc, la situation est encore sous contrôle, mais ça tient à peu de choses, et on espère évidemment que ça ne va pas basculer dans une crise sociale ou sécuritaire de grande envergure. Alors, élément et détail amusant, dans Guérilla, l'armée joue un rôle important. On ne dira pas lequel pour les téléspectateurs qui n'auront pas encore lu les 2 tomes de ces livres. Là, on vient de voir, il y a quelques jours, que le porte-avions Charles de Gaulle venait de rentrer à Toulon prématurément, qu'il avait à son bord plus d'un tiers de ces marins qui étaient contaminés au coronavirus. Et on voit qu'une enquête va être ouverte justement parce que le ministère des armées n'aurait pas autorisé le porte-avions à rentrer plus tôt alors que des marins avaient visiblement des symptômes du coronavirus. On a l'impression finalement que aujourd'hui, l'armée vacille presque plus que dans votre livre. Ouais, c'est vrai que si on s'amusait à faire la liste des défaillances dans les chaînes de commandement diverses et variées de ce pays, je sais pas, il suffirait pas d'un seul livre.
c'est vraiment affolant aussi à ce niveau-là sur la façon dont les hommes en charge ont géré ou ont fait semblant de gérer cette crise. On a vu encore une fois, comme je le déplore très souvent, que vraiment l'axe fondamental de toute réplique politique et même militaire aujourd'hui, c'est la communication. Et enfin vraiment, à un moment donné, ça ne suffit pas, surtout quand il faut quand même un minimum d'actes. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'on a dit que nous étions en guerre et en guerre contre un ennemi invisible. Ça permettait du même coup de détourner l'attention de nos généraux, qui sont pas loin d'être aussi invisibles que le virus, et malheureusement qui sont aussi tout à fait nuisibles à leur façon, parce que enfin, les décisions qu'ils ne prennent pas, qu'ils sont incapables de prendre, la, leur, leur, comment dire, ils sont d'un point de vue logistique absolument dépassés, complètement à la rue. Et bien sûr, c'est pas rassurant du tout. Encore une fois, le citoyen français est extrêmement dépendant de l'État, de ce fameux maître auquel il prête je sais pas, des connaissances sans doute supérieures que les siennes. Et il imagine que ces gens savent, sont formés pour ça, vont résoudre tous les problèmes qui vont se présenter à eux. Et en réalité, on voit qu'ils sont complètement à la remorque de ce qui se passe. Euh, Ils essaient de dissimuler leur incurie par tous les moyens, par des discours qui sont très longs et très difficiles à supporter d'ailleurs, mais on se rend bien compte que là, en fait, il faudrait plutôt arrêter de se fier à ces individus et commencer à comprendre que quand il y aura vraiment un problème, on ne pourra compter que sur nous-mêmes finalement. Et j'espère que que les Français sont en train de le comprendre quand même, au moins en partie. Vous parliez justement de communication à l'instant. Quel rôle pour vous les médias ont-ils joué dans cette crise et quel rôle jouent-ils encore d'ailleurs? Bah, les médias ont toujours ce rôle on va dire qu'ils légitiment cette classe politique. À partir du moment où on prend au sérieux quelqu'un comme Sibeth Ndiaye, je pense qu'on contribue fortement en fait à décrédibiliser fondamentalement à la fois la profession de journaliste et cette espèce de théâtre politique. Et bien évidemment, ce théâtre politique a besoin d'être désigné, décrédibilisé. J'ai vu les commentaires qui ont été faits par les éditorialistes habituels des discours d'Emmanuel Macron, ils étaient sous le charme, ils ont trouvé que c'était très bien, etc., c'était très fort. À un moment donné, il faut passer à autre chose. Là, c'est plus possible. On sait bien que ce milieu se défend, mais plus ils font ça, plus ils se coupent de la réalité de ce qu'on a pu observer. Personne n'est capable de nous dire où sont les masques, ou qui peut les fabriquer. Enfin, on est l'écart entre les intentions et les faits n'a jamais été aussi grand et aussi évident. Malheureusement, les populations, encore une fois, ont une capacité d'oubli et de refus des réalités dérangeantes qui est très élevée. On préfère presque se dire que, allez, ils contrôlent la situation, on se berce de fables. On a envie de croire en fait aux illusions que les écrans s'efforcent d'entretenir en nous. Mais malheureusement, il y a un principe de réalité et quand ils nous rattrapent, on voit que ça fait très mal. Là encore, pour l'instant, euh, cette crise qui est effectivement terrible puisqu'il y a beaucoup de victimes, n'est rien par rapport à ce qu'elle aurait pu être. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout dû à l'action des gouvernements, à l'action des médias, malheureusement. Et il y a beaucoup d'autres crises d'envergure. Moi, je ne cesse de dénoncer la crise du vivre ensemble qui pourrait nous coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que celle-ci. Et les médias l'ignorent soigneusement depuis des années. On voit là avec les émeutes qu'il y a très régulièrement, hein, on a une dizaine d'opérations de maintien de l'ordre dans les cités d'Île-de-France chaque nuit, une dizaine, et on ne le voit pas à la télévision parce qu'on sait très bien qu'il y a encore là un risque majeur d'explosion. Les trafics sont à l'arrêt, les prisonniers sont relâchés par milliers. Il n'y a pas d'école, donc des centaines de milliers de jeunes sont confinés dans leur quartier, donc la situation est extrêmement tendue et explosive. Et ça aussi, on ne le dénoncera pas, on n'en parlera pas, on préférera encore une fois se réfugier dans des illusions et menacer les messagers, les porteurs de mauvaises nouvelles, les lanceurs d'alerte. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionnera et la réalité les rattrapera toujours. Mais le problème, c'est qu'à force, elle nous rattrapera trop tard.
Alors justement, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que les médias ont un rôle de contrôle social quelque part? Parce que finalement, si je vous suis, c'est quand même assez grave ce que vous nous expliquez, parce qu'on est dans un contexte de crise sanitaire où les gens ont donc besoin de se protéger. Et finalement, on voit en ayant relayé la parole du gouvernement sans parfois faire de critiques qui auraient été pour le moins justifiées, il y a presque une mise en danger de la vie d'autrui. Je pense évidemment aux masques qui ont été tout d'abord inutiles, qu'il fallait presque éviter, puis finalement qui étaient peut-être utiles, puis finalement qui étaient surtout inexistants. Les médias font partie, en fait, cet appareil que j'avais appelé Big Brother en hommage à Orwell, et n'est pas seulement l'État, c'est-à-dire qu'il y a l'État, il y a la classe politique, il y a la classe artistique, médiatique, il y a tout ce qu'on peut agréger autour. La classe médiatique française aujourd'hui ne peut vivre que par les deniers publics. Donc évidemment, elle est en partie sous contrôle de l'État, de puissances financières qui sont elles-mêmes en lien avec l'État. Enfin, l'indépendance de la presse n'existe pas du tout, tout comme l'indépendance de la justice, hein, parce que par exemple, si elle libère des milliers de prisonniers, c'est sur ordre direct de l'État, donc la justice indépendante n'existe pas. Et cette absence totale de contre-pouvoir, en fait, on le voit là aujourd'hui, fait bloc autour de lui-même. Les journalistes soutiennent le gouvernement, les gouvernements soutiennent les journalistes, et etc. Et ce petit monde cherche à sauver sa peau. Mais il est un problème global, complet. On le voit pas seulement avec cette crise, mais avec toutes les crises sociales. Il y a un parti pris qui est toujours assez incroyable de la part des journalistes. Et évidemment, après c'est facile, on accusera les sceptiques de complotisme ou de je ne sais quel qualificatif infamant, parce qu'ils ne se contentent pas d'admettre la vérité révélée de cette profession qui, ben voilà, on le voit loi après loi, maintenant, elle a le monopole plus ou moins de la vérité. On explique que les autres, c'est les porteurs de fausses informations, de fake news, etc. D'ailleurs, on voit Sibeth Ndiaye, par exemple, s'occuper de contrôler la diffusion de fausses informations, alors qu'elle en est une émanation majeure. Le vecteur principal des fausses informations depuis le début de cette crise est quand même gouvernemental. Mais on va vraiment à une lutte entre, d'une part, ce Big Brother, ce Léviathan monstrueux qui va continuer à, à aller au bout de ses illusions et qui va tenter de contrôler la population et l'opinion par l'intimidation et le chantage. Ça veut dire, si vous pensez mal, vous êtes complotiste, vous êtes on ne sait pas quoi, enfin, il y a bien les qualificatifs infamants qui peuvent aller avec. Et de l'autre côté, cette population qui est très sous-informée, qui souvent n'a pas envie de faire cet effort, cette démarche de vérité, c'est-à-dire d'aller au bout de sa réflexion, de voir à quel point le problème est profond et ne pourra pas se résoudre simplement avec des élections ou des choses comme ça, ou avec une forme de contre-pouvoir sur Internet. Ça ne suffira pas, il faudra aller beaucoup plus loin que cela. Alors justement, vous parliez de fake news. On a vu dès le début de cette crise, finalement, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, mais plein d'autres organisations se sont lancées tout de suite dans la chasse aux fake news. On voit d'ailleurs que cette vidéo qui parle du coronavirus, en dessous, il y a un bandeau Organisation mondiale de la santé, informez-vous correctement, n'écoutez pas n'importe quoi. Euh, Comment vous expliquez finalement, on a l'impression qu'il y a une défense qui se met en place de plus en plus visiblement. Est-ce que justement c'est parce que ce contrôle social s'amenuise peu à peu parce que ces Français dont vous parlez finalement, ils s'informent peut-être pas assez, mais ils s'informent quand même de plus en plus. Alors c'est très clair. En fait, une utopie, l'ennemi juré de l'utopie, c'est toujours la réalité. Donc elle doit, entre la population et les faits, mettre des barrières de retraitement idéologique de l'information en quelque sorte. Donc elle y arrive assez bien, mais maintenant il y a effectivement Internet, il y a des médias alternatifs comme le vôtre, et ces médias, ces sources d'informations alternatives permettent d'autres accès. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tout ce qui n'est pas gouvernemental est vrai, il ne faut pas tomber dans un délire inversé, mais il faut faire la critique légitime de toute l'information qu'on nous donne. Il faut bien comprendre que chaque journaliste, il a un intérêt, il a une morale, il défend sa conception du monde, et il est d'une classe sociale, il est d'un milieu qui n'a pas les mêmes intérêts que celui du français, du citoyen moyen de base. Et il faut bien, on commence à voir que la population générale s'informe
un peu plus, fait cet effort, que la défiance grandit. Et cette défiance qui est un peu instinctive pour l'instant, qui a du mal à se, comment dire, à s'agréger, à s'affiner, est en train petit à petit de prendre forme, de comprendre voilà, qu'il y a des luttes d'intérêt, des luttes de pouvoir importantes, et que cet État, Big Brother, ses responsables, qui prennent une quantité considérable d'argent public pour exister et pour renforcer leur pouvoir petit à petit sur les existences, ne leur veut peut-être pas que du bien. Donc c'est intéressant de le voir. On n'est pas du tout dans une situation où la population serait complètement maintenue dans l'hypnose. Il y a une grosse partie de la population qui ne comprend rien, qui ne voit rien, qui applaudit sans doute toutes les interventions d'Emmanuel Macron à la télévision, mais il y a une autre partie de la population qui commence à faire circuler le doute et l'information alternative. Donc il faut donner à ces pensées des aliments pour que l'esprit critique continue à se nourrir, à grandir, et que la vérité, on l'espère, retrouve son chemin dans ce pays. Alors, on va clore cette page médiatique pour s'intéresser à une autre page qui, je crois, vous plaira, puisque vous avez souvent une approche biologique, ethnologique des choses. Finalement, ce virus, il semble taillé parfaitement pour s'attaquer à l'homme occidental. On voit qu'il touche en priorité les hommes affaiblis de maladies cardiovasculaires, les personnes en surpoids cardiaque. Finalement, est-ce que ce virus n'est-il pas un mal révélateur de notre civilisation en tout cas? Ce genre d'événement, alors j'ai lu qu'il y a eu beaucoup de prédictions qui ont été faites par rapport à ça. On a souvent exhumé des archives de certains individus qui auraient prédit que ça pouvait arriver. Mais c'est évident qu'avec un monde ouvert tel que nous l'avons aujourd'hui, avec autant d'échanges, de circulation des personnes qui ont pris le pas sur à peu près tout, aujourd'hui, des types vont faire 24 heures d'avion pour 15 minutes de réunion qu'ils auraient très bien pu faire chez eux, comme on le fait maintenant à l'aide d'une visioconférence. Il y a pas mal d'habitudes peut-être à revoir dans notre façon de faire, et c'est clair que l'être humain paye par là où il a péché d'une certaine manière. Tous ces immenses rassemblements, tous cet entassement d'individus, la démographie humaine elle-même, enfin ça c'est mathématique. Plus elle va être importante, plus elle sera frappée par des crises violentes et très importantes. Et encore une fois, enfin, ça n'est démographiquement, ça ne s'en changera absolument rien. Même s'il y aurait 10 ou même 100 fois plus de morts, les chiffres de la démographie mondiale sont complètement hallucinants. On a fait des calculs là-dessus, même une guerre mondiale, même la pire des pandémies, même voilà, ne suffiront jamais à ne serait-ce qu'infléchir un tout petit peu la courbe de croissance démographique humaine. Donc il faudrait aussi s'interroger sur ça, sur cette prolifération totalement hors de contrôle de l'humanité et les conséquences que ça a, parce que ça a des conséquences écologiques, par exemple, qui sont extrêmement importantes et préoccupantes. Pour vous, dans tout cela, qui sont les plus résilients quelque part? Parce que justement, là, on vient de voir ceux qui sont les plus touchés, et à l'inverse, qui résiste le mieux à cette crise? Alors, a priori, il y a des choses curieuses. A priori, les jeunes ils résistent très bien. On a souvent le schéma des organismes qui sont assez fatigués. Les personnes, les personnes obèses, les personnes malades, les personnes aux poumons fragilisés. Il paraît quand même que j'ai lu ça récemment, je ne sais pas si c'est une réalité, mais que les fumeurs bénéficieraient d'une certaine immunité, que la nicotine aurait une forme leur octroyer une forme de protection contre le virus, et qu'aux C'est pas une États-Unis, invitation à fumer, cela va sans dire. non, bien sûr, mais il paraîtrait que les fumeurs sont 5 à 10 fois moins touchés par le coronavirus que les non-fumeurs. Mais C'est à il prendre développerait avec. après, par la suite, pour ceux qui le contractent, une version plus Après, sévère. voilà, bien sûr, ce serait, si les poumons sont fragilisés, ça peut être beaucoup plus grave. Mais ouais, alors, c'est sûr que d'un point de vue bassement matériel, je pense que les dirigeants mondiaux ne sont pas plus paniqués que ça non plus, puisque ce ne sont pas les individus, ce sont déjà
les gens qui meurent sont déjà des individus, la plupart du temps, qui étaient dans une situation de santé très difficile. Et de manière tout à fait cynique, les dirigeants du monde ne sont pas plus effrayés que ça à l'idée de la perte qu'ils représentent. Mais évidemment, ça fait pas très joli dans le paysage pour les systèmes de santé soi-disant les meilleurs du monde de voir qu'ils sont complètement dépassés par ça. Et encore une fois, on parle de chiffres, c'est impressionnant les chiffres qu'on nous donne, mais eu égard à la démographie, à la mortalité habituelle, ça reste des chiffres qui sont très, très petits et on peut s'attendre à des crises bien plus importantes que celle-ci. Alors justement, on a vu au début du confinement de nombreuses personnes vivant en ville fuir à la campagne. Qu'est-ce que ça vous évoque pour vous? C'est un réflexe qui est amusant parce que le Parisien, je crois que c'était justement dans votre émission, vous aviez fait un petit sondage à propos d'une éventuelle guerre civile et vous aviez demandé aux Parisiens ce qu'ils feraient en cas de guerre civile. Et tous, si ils ont tous le cœur sur la main, les Parisiens, on sait très bien, ils adorent leurs prochains, etc., le vivre ensemble et tout ça, mais ils étaient quand même tous d'avis de prendre leur valise et de fuir à la campagne dès que ça allait commencer à mal tourner. Parce qu'ils savent très bien au fond que le problème, c'est leur frère humain finalement. Le vrai risque majeur pour eux, c'est celui qui va vouloir le même papier, le même rouleau de papier toilette qu'eux. Et à partir de là, donc, le cerveau reptilien va reprendre le dessus et on sait très bien que la ville, pour survivre, c'est pas la meilleure idée, c'est pas le meilleur endroit possible. Donc on va tout de suite déménager à la campagne. En plus, c'est vrai qu'être confiné, je pense que c'est quand même un peu mieux d'être confiné à la campagne que dans un appartement. Ça doit être plus facile à supporter, surtout avec des enfants. Donc c'est un réflexe. On voit très vite la nature profonde qui reprend le dessus sur le vernis civilisé. Ce vernis civilisé, j'insiste toujours là-dessus, ne tient que par la pression sociale, les forces de l'ordre, mais dès lors que les lumières s'éteignent et qu'il n'y a plus personne pour surveiller, on voit ressurgir le vrai visage de la fraternité et de la solidarité. Et là, je peux vous dire que c'est chacun pour soi et on est prêt à s'entretuer avec les dents s'il le faut pour défendre ses intérêts. C'est ainsi que sont les humains. Et ce visage va exploser dans ce genre de crise, en fait. Alors justement, on apprend que le gouvernement a invité les services de renseignement territoriaux à travailler sur de possibles révoltes populaires après la fin du confinement. Ça vous surprend? Ah non, alors c'est bien qu'ils se mettent au travail parce qu'ils commencent à essayer d'anticiper ce que pourra être demain. Euh, Là, on sait très bien qu'économiquement, il y aura déjà des conséquences. Le trafic a perdu, probablement va perdre en quelques semaines des centaines de millions, pas loin de milliards d'euros peut-être. Il faudra compenser ces pertes. Les organisations criminelles sont comme les autres. S'il y a des pertes, elles sont inadmissibles, elles doivent être rapidement compensées et résorbées. Donc il y aura une activité criminelle extrêmement forte. Il va se passer sans doute beaucoup de choses et il y aura inévitablement, je pense, des secteurs économiques. L'État ne pourra pas tout sauver, il ne pourra pas imprimer assez vite de l'argent pour tout le monde. Et même s'il le fait, il ne fera que grossir le risque d'inflation, de bulle économique. Donc, toute cette aide artificielle aura ses limites et risque d'amener des situations extrêmement pénibles à vivre et compliquées. On n'est pas les États-Unis, il n'y a pas des millions de chômeurs en un seul coup, mais ça peut venir petit à petit. Et si certains secteurs tombent, il y a cet effet de domino. Hein. Si le secteur aéronautique tombe, il va entraîner quantité d'autres secteurs dans son sillage, et ainsi de suite. Et cet effet domino peut vraiment faire très mal au pays. Comment voyez-vous le paysage politique à l'heure actuelle, puisque finalement la scène médiatique est complètement cannibalisée par l'exécutif, l'opposition est réduite à une toute petite portion de la parole, la crise financière peut avoir des risques pour eux directement, puisque les partis politiques tiennent essentiellement grâce aux adhésions, et en même temps, les partis politiques, ça sert aussi à catalyser cette colère sociale. Et oui, effectivement, là, on est dans une sorte de parenthèse en quelque sorte. Les journalistes font encore un peu moins que d'habitude leur travail. Ils préfèrent laisser parler les experts habituels abonnés, les éditorialistes, pour ne pas prendre trop de risques. Et surtout pour
comme vous le disiez tout à l'heure, hein, ils sont sur la cocotte et ils essaient d'empêcher l'ébullition trop forte. Donc, ils s'efforcent de crédibiliser la parole officielle tant qu'ils le peuvent. Mais c'est vrai que rapidement, il y a cette espèce de sursaut hein, autour du chef de l'État. C'est toujours comme ça. Hein, quand les agneaux ont peur du loup, ils appellent au secours, ils se rassemblent derrière le berger, même si le berger prévoit de les emmener à l'abattoir le lendemain. C'est un réflexe systématique. Hein. Même François Hollande parvenait à gagner des points de popularité quand il y avait des tueries terroristes. On est un peu dans le même cas de figure. On voit que Emmanuel Macron gagne des points de popularité, mais il risque de les reperdre très vite. Et là, il y aura un vide. Et je pense qu'ils ont raison de s'inquiéter de l'après, parce que là, l'après, il risque d'être assez terrible. L'État sera affaibli. Énormément d'argent aura été distribué ça et là. Ceux qui n'auront pas été comblés voudront leur part du gâteau. Et ça risque de ne pas apaiser beaucoup la situation. Ce jeu auquel jouent les États modernes, c'est-à-dire distribuer l'argent public un peu à eux, un peu à ceux-là, et finalement, c'est toujours le prendre aux Français. Ce n'est pas une façon très morale de faire. On donne à ceux qui se plaignent le plus, qui cassent le plus, et pour essayer d'apaiser la situation et de l'empêcher d'exploser, de retarder l'explosion le plus longtemps possible. Mais ça finira par exploser parce que l'argent finira par manquer, la colère finira par déborder, les policiers qui sortent à peine de la crise des Gilets jaunes sont en première ligne aujourd'hui, sont au bout du rouleau, n'ont pas de matériel pour faire leur travail. Ce sont eux qui sont chargés de faire respecter le confinement, tout en empêchant les banlieues d'exploser. Si jamais on avait justement des graves problèmes dans ces banlieues, une explosion un peu comme en 2005, en plus des crises sociales qui arrivent, je crois qu'ils ne seront plus en capacité d'y faire face. Et ce sont eux les derniers remparts du régime. Donc, il y aurait de quoi s'inquiéter ouais, à l'Élysée. Et alors, dernière question, si on se risque à faire un peu de prospective pour les mois à venir, comment vous voyez ça? Comment vous voyez le déconfinement et comment vous voyez justement la capacité de ceux qui vont rester confinés, car il y en aura, notamment les plus faibles dont on a parlé, comment vont-ils supporter cela? Alors, je pense que le confinement forcément, va avoir lieu le plus tôt possible, notamment dans les quartiers populaires. C'est pas pour rien on a annoncé que les écoles allaient rouvrir le 11 mai, en particulier pour les quartiers populaires. C'est justement pour enlever ces centaines de milliers de jeunes qu'on a rendus à leur quartier, donc à la zone à plusieurs, au trafic, aux activités illicites. Donc, il fallait absolument réagir là-dessus. Donc, les rendre à l'école très vite, ce serait déjà une manière d'atténuer un petit peu, de calmer un petit peu la situation. Et le gouvernement va tout faire pour aller le plus vite possible. Évidemment, il ne peut pas se permettre de relancer la machine, de relancer la pandémie. Donc, c'est une situation très périleuse. Et vraiment, pour la suite, on n'a pas de lumière. Avec de la réussite, il y aura une euphorie, une consommation très forte. Les gens vont acheter, comme on y assiste a priori en Chine. On a énormément de dépenses aujourd'hui. Donc peut-être que ça permettrait d'endiguer, de sauver la situation et c'est reparti de plus belle et tous les problèmes sont sous le tapis. Ou alors la crise s'aggrave, l'économie ne peut pas s'en relever et alors là, on va vers autre chose et ce sera quelque chose de bien plus noir et terrible. De toute façon, cet État, les sociétés telles que nous les connaissons aujourd'hui, le tout-État absolu, ne sont pas viables à long terme. On voit bien, notre société n'a plus du tout l'air d'une société. La crise de confiance entre toutes les institutions, entre des Français envers leurs élites est immense et à mon avis, c'est une fracture qu'on ne peut plus réduire. Donc, je ne sais pas, il faut penser très sérieusement à l'après. Il faut sans doute essayer soi-même de se concentrer sur ce que l'on peut faire maintenant. Pas se demander ce que l'État peut faire pour nous, mais plutôt ce qu'il est en train de nous faire. Est-ce qu'on pourrait faire sans lui pour lui survivre en fait? Eh bien, merci beaucoup Laurent Berton. Merci à vous. Merci. Et puis, on s'en doute à bientôt. Un nouvel ouvrage Non, en alors, préparation? en théorie, pour la rentrée littéraire donc, de septembre, qui est maintenue, normalement donc le 24 septembre 2020, et ce sera justement un livre manuel en quelque sorte, un petit manuel, pas de survie, mais pas loin,
Que faire justement face à cet État qui est tout-puissant? Que faire en tant que citoyen modeste et seul? Que faire en pratique? Que faire de façon précise pour s'opposer à lui? Et si une telle crise l'emportait, que faire pour survivre à son effondrement? Donc c'est un vaste programme et donc voilà, il est prévu pour la rentrée de septembre 2020. Et évidemment, si la guérilla géante n'a pas lieu d'ici là, ce que je ne souhaite pas, bien évidemment. Merci beaucoup, Laurent Berton. Merci à vous.